Bienvenue à tous. Sous la pression de la communauté internationale, Alpha Condé, le président guinéen, vient d'annoncer le report des élections législatives qui étaient prévues pour dimanche dernier, de même qu'un référendum constitutionnel qui devait faire sauter le verrou de limitation de mandat présidentiel afin qu'il brigue justement un troisième mandat. Pourtant, l'opposition et les organisations de la société civile, depuis plusieurs mois, dénonçaient le système électoral, de même que cette tentative de modification de la Constitution. D'ailleurs, des manifestations dans ce sens ont été violemment réprimées par le pouvoir de Conakry. Il a fallu finalement une forte pression de la CEDEAO pour que Alpha Condé, 81 ans, accepte de faire machine arrière. On a appris la semaine dernière d'Emmanuel Macron, dans un échange avec un activiste camerounais, au Salon de l'Agriculture à Paris, que c'est sous la pression du président français que l'opposant camerounais Maurice Kamto avait été libéré après avoir été interpellé à la suite de la crise de post-électorale au Cameroun. Faut-il finalement conclure que les chefs d'État africains n'agissent que sous la pression extérieure? Qui écoute-t-il le mieux ou le plus? Leurs pairs africains, leurs maîtres de l'Hexagone ou d'Occident, ou finalement la rue? La nécessité de protéger les ressources du continent, sujette aux appétits des puissances occidentales, ne commande-t-elle pas la recherche des solutions concertées entre acteurs internes au sein des États face à ces crises exogènes? Peut-on y parvenir? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission 237 le débat. Merci, Madame, Messieurs, de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237, le débat ce soir pour décrypter ce sujet. Docteur Luison Issouma, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Je voudrais saluer les autres copanélistes qui sont avec moi sur ce plateau. J'espère que nous aurons les arguments suffisants pour éclairer la lanterne des nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Vous êtes enseignant de droit au département de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala. C'est bien ça. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. C'est à moi. J'ai introduit également Eric Yombi. Eric, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes consultant en relations internationales, vous êtes journaliste indépendant, spécialisé dans les questions de relations internationales. Justement, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. Je voudrais citer, entre autres ici, Décrypter la CEMAC ou encore Comprendre et lutter contre le terrorisme dans la réalité africaine. C'est un journal, je vais dire, c'est un ouvrage à paraître. Apparaître, tout à fait. Ouais. Tandis que celui qui est sur le marché, c'est plutôt... Le Cameroun dans la géométrie des relations internationales, oui. Perte et profit des liens bilatéraux et multilatéraux. Tout à fait. Un ouvrage numérique de 314 pages. Oui. Voilà. Merci infiniment, Eric Yombi, d'être venu sur ce plateau. Docteur Joueur Raphaël Wansi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Je suis content d'être là parce que le débat est souvent hautement scientifique et je souhaite que ce soit la même teneur. Oui. Alors, docteur Luison Issouma, on a appris en début de semaine cette actualité qui vient de la Guinée-Conakry. Le président Alpha Condé, au pouvoir depuis 2010, est donc en fin de mandat. Le mandat devrait s'achever en octobre 2020. Il a donc brigué, il a fait 2 mandats déjà, de 5 ans. Et en principe, à la fin de ce mandat, il doit se retirer. Mais lorsqu'on regarde dans l'actualité, on a le sentiment que le président Alpha Condé est dans des manœuvres qui devraient lui permettre de faire sauter le verrou de la limitation de mandat pour prendre un 3e mandat. Bien évidemment, contre la volonté d'un certain nombre de leaders politiques et d'organisations de la société civile qui sont fermement opposés à cela. D'ailleurs, il y a un certain nombre de structures ou d'institutions qui sont mises en place. Il y a un Front national pour la défense de la Constitution qui a été créé en avril 2019. Entre-temps, il y a un certain nombre de mouvements qu'on observe dans ce pays-là. Il y a le ministre de la Justice qui a démissionné. Les partis politiques d'opposition notamment estiment que le fichier électoral n'est pas fiable. Et depuis lors, il y a eu beaucoup de mouvements au point où la CEDEAO a dû intervenir. Et finalement, on apprend que le président Condé a reculé et a annoncé le report des élections législatives et éventuellement
ce référendum constitutionnel qui devait se tenir sur justement la question de la modification de la Constitution. Est-ce que c'est une situation qui vous surprend de la part du président Condé? Oui, elle me surprend en un double titre. D'abord, je voulais dire en off que j'ai eu de l'admiration pour ce monsieur, le professeur Alpha Condé, dans les multiples médiations qu'il a conduites des mains des maîtres. On l'a vu sur plusieurs fronts et il a ramené la paix. J'avais vu en lui l'estimate d'un démocrate qui, à un moment donné, devrait comprendre que le pouvoir, c'est un service public qui, lorsque vous avez fait le temps qui est prescrit par la Constitution, vous partez et assurez ce qu'on appelle une garantie républicaine, c'est-à-dire une succession républicaine. Vous savez, les constitutions sont devenues en Afrique un peu comme, j'allais dire, des tests que l'on peut manipuler à tout moment et qui ont perdu jusqu'ici leur sacralité parce qu'on accordait à la constitution d'un État un caractère sacré parce qu'on ne pouvait pas toucher à la constitution n'importe comment. Et quand vous regardez aujourd'hui, on avait jeté certainement l'anathème sur les États de l'Afrique centrale, comme les États qui n'étaient pas des modèles de démocratie. Et vous avez vu, quand on parlait de l'Afrique de l'Ouest, et la Guinée en faisait partie, on était certain que c'est un pays où la démocratie, justement, connaît des avancées considérables. Oui, même si la Guinée est présentée comme, je veux dire, Alpha Condé était présenté comme le tout premier président démocratiquement élu de Guinée depuis oui, justement, comme vous le dites si bien. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que toutes les modifications de la Constitution qui sont faites au niveau de l'Afrique ont un sens, disons, un sens unique, c'est-à-dire pour servir à un être humain et non servir au peuple. Parce que quand vous regardez très bien aujourd'hui, le Cameroun l'a connu en 2008, on a levé le verrou de la limitation des mandats, pourtant, qui, me semble-t-il, est un élément très important dans la démocratie, parce que vous savez, nous sommes dans une démocratie pluraliste. Et ça veut donc dire qu'il faut assurer le principe de la limitation du mandat pour assurer également la rotation des leaders politiques. Oui, c'est vrai qu'en son temps, c'est un sujet qui a fait débat au Cameroun, parce que c'était estimé justement que le verrou de limitation de mandat est une mesure antidémocratique dans la mesure où elle ne permet pas la libre expression du peuple, qui en réalité est souverain dans le choix de ses représentants, et que mettre dans la Constitution une disposition qui empêche le peuple de choisir qui il veut, sur quelle durée, paraît un tout petit peu antidémocratique. Non, Duval, il faut dire ceci, que le citoyen doit élire, mais on ne doit pas lui interdire de réélire. Mais le citoyen doit comprendre que autant il est gouverné qu'il peut devenir gouvernant. Alors, donc, ça veut donc dire que par là, ça remet en cause la technique de la réélection indéfiniment, qui peut donc mettre en place des gouvernements perpétuels, pour reprendre l'expression d'un professeur de sciences politiques. Donc ça veut donc dire quoi, Duval? Revenons en plein dans ce qui nous concerne. On se rend donc compte que lorsque le professeur Alpha Condé veut réviser la Constitution, il se rend compte que le peuple avait aperçu, les partis de l'opposition l'ont perçu, la société civile l'a perçu, que en réalité cette révision ne profite en rien au peuple guinéen. Tout ce qui est fait, c'est justement au profit d'un seul homme pour pouvoir se perpétuer à la tête de l'exécutif. Donc, c'est ça le véritable problème aujourd'hui en Afrique. Et Yombi, quelle est votre lecture de cette situation sociopolitique en Guinée aujourd'hui? Vous savez, pendant très longtemps en Afrique, on a parlé des hommes providentiels. On a parlé des hommes providentiels, ça a été le cas de Laurent Gbagbo à un moment donné. Je pense que Alpha Condé, de par sa trajectoire, de par l'âge qu'il a, on peut l'inscrire, n'est-ce pas, dans la catégorie de ces hommes politiques providentiels. C'est ces hommes qui pensent évidemment qu'ils détiennent la solution pour sortir, n'est-ce pas, leurs différents pays de l'ornière. Ils détiennent la potion magique pour que définitivement ces populations soient inscrites dans le bien-être. Je crois que c'est dans cette perspective certainement qu'il faut, n'est-ce pas, lire Alpha Condé. Alors, il y a une circonstance aggravante et qui est liée particulièrement à la gouvernance africaine. C'est cet ensemble, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, des turiféraires qui sont liés au régime, des personnes qui gravitent autour du pouvoir ou alors du président de la République, entre autres, qui certainement lui portent le discours selon lequel, Monsieur le Président, il n'y a que vous. Monsieur le Président, nous ne serons rien sans vous. Alors, à partir du moment où on a été loin de son pays, exilé politique, il a été pendant très longtemps, enseignant d'université en France notamment,
possiblement, il a été marqué par ce discours dans un pays où Lansana Conté, évidemment, a gouverné de main de maître pendant tellement longtemps. Je crains que le professeur Alpha Condé ait été sensible à ce discours venant des personnes de, entre guillemets, de la cour lui disant « Monsieur le Président ». Et puisque justement, quand il prend le pouvoir, il fait part, je veux dire que dans les premières années, il annonce qu'il ne modifiera jamais la Constitution pour se représenter. Du coup, les gens sont un tout petit peu surpris par les manœuvres récentes pour justement faire modifier cette Constitution. Je pourrais répondre de manière tranchante en disant tout simplement, comme le disait quelqu'un, le pouvoir en fout. D'accord. Je ne dirais pas que le professeur Condé ou alors le président Condé soit devenu fou grâce au pouvoir, mais j'ai dit tout simplement que lorsqu'on a eu sa trajectoire, lorsqu'on est un homme d'une certaine époque, lorsqu'on baigne dans un environnement qui est différent, d'accord, différent et même particulier dans la mesure où on a eu un président extrêmement fort comme Lansana Condé, alors il est hautement probable qu'on soit inscrit dans une perspective providentialiste. Docteur Wansi, les mouvements en Guinée ces jours-ci, on a remarqué qu'il y a eu un certain nombre de mouvements. Il y a les élections législatives qui ont été annoncées pour dimanche dernier. Ces élections n'ont pas pu se tenir. Lorsqu'on a écouté la classe politique, notamment ceux de l'opposition, les leaders de l'opposition, ils estimaient que le fichier électoral n'était pas bon et qu'il fallait justement reporter les élections pour mettre de l'ordre dans justement le système électoral. On a remarqué que le président Condé pratiquement n'écoutait personne. Il a fallu effectivement que la CEDEAO intervienne, mette la pression pour que finalement le président Condé consente de faire machine arrière en reportant justement ces élections-là. Et d'ailleurs, il a dit, peut-être de façon un tout petit peu ironique, eh bien que ceux qui estiment qu'on a des problèmes, qui viennent voir effectivement en Guinée, ils vont se rendre compte que les doublons dont on parle et toutes les machinations dont le pouvoir est accusé, en réalité, ne sont que simple vue de l'esprit. Je vais dire que pour vous, est-ce que c'est une situation qui vous surprend de la part de quelqu'un qui a été pendant longtemps dans l'opposition et qui prend le pouvoir en 2010 ? Je ne pense pas que nous soyons surpris par le comportement de M. Alpha Condé, dans la mesure où il y a un certain nombre de paramètres sociologiques qui sont propres à la Guinée, qui rentrent en compte. D'ailleurs, l'un des premiers paramètres est la configuration ethno-sociale de la Guinée, qui est composée de Malinké, de Soussou et de Peul. Il y a donc une polarisation de la vie politique qui est celle des Peul, le premier pôle des Peul et le pôle des Soussou Malinké. Donc le problème qui se pose là-bas est un problème de qui va garder le plus longtemps le pouvoir. Depuis les indépendances, les Peuls n'ont jamais accédé au pouvoir. Le premier président était Malinké, le deuxième était Soussou, et celui que nous connaissons, M. Condé, est lui-même Soussou. Je crois qu'il faut tenir compte de ce paramètre. Et beaucoup de courtisans de M. Condé l'ont encouragé à garder le pouvoir. Quant au cas de la CEDEAO a mis en place ces mécanismes de maintien de la paix et de résolution des conflits dans les États. Mais ces résolutions de conflits n'aboutissent pas toujours comme ils l'ont été dans beaucoup d'autres États, notamment la Gambie, le Burkina Faso, le Mali et le reste. Donc il y a des variantes en fonction des circonstances. Toutefois, il faut l'admettre, le problème de la Guinée préoccupe. Il préoccupe en ce sens que... Mais pour ceux qui sont très souvent prompts à faire des comparaisons entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, on a quand même remarqué que très souvent on a vu la CEDEAO très impliquée dans la résolution d'un certain nombre de conflits, parfois même au-devant de la scène pour la prévention d'un certain nombre de difficultés. On se souvient à la dernière élection présidentielle en Gambie, lorsque Yaya Jammeh
après avoir reconnu sa défaite, a voulu faire un revirement de situation, on a bien remarqué que la CEDEAO a dû prendre les devants pour contraindre Yahya Jammeh à quitter le pouvoir, je veux dire, et à permettre à Adama Barrow effectivement de prendre la présidence de la Gambie. C'était sous la pression de la CEDEAO. Justement, sous la pression, mais il y a la pression du Sénégal. La Gambie est pratiquement logée dans le ventre du Sénégal. Mais il y a d'autres situations où la CEDEAO a même commis une force, la force qu'on appelait les Comores au Libéria. Oui, qui a été une force surtout soutenue par l'armée nigériane qui a perdu qui à l'époque avait délogé exactement le président Do. Oui, le président Do. Et la difficulté pour la CEDEAO, c'est que il y a des variantes dans les actions de la CEDEAO en fonction de la puissance et en fonction de la du moins de la dimension économique de l'État qui va dans l'État. Donc en fait, pour vous, la CEDEAO agit en fonction des intérêts, en fonction ou bien de la puissance des Regardez États. le cas du Togo. Oui. Ce qui s'est passé au Togo, il y a de cela 14 ans, avant, pour mettre Faure Gnassingbé au pouvoir, il a fallu 1000 morts. 1000 morts quand même. Mais à l'époque, le président Obasanjo a soutenu la succession mode dynastique de la présidence au Togo. Donc aujourd'hui, il y a encore d'autres formes de revendications. La revendication post-électorale de monsieur Agbayome, n'est-ce pas? Il y a des difficultés, mais on se pose souvent la question où sont les pesanteurs? Pourquoi il n'y a pas de ligne directrice qui guide la CEDEAO et sur laquelle on pourrait s'appuyer? C'est une question, effectivement, que nous allons analyser dans le courant de cette émission. Professeur Albert Dikoumé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie aussi. Je précise que vous êtes historien. Vous tombez en plein dans le débat en rapport avec la situation en Guinée. C'est un sujet d'actualité qui nous permet de faire quelques parallèles avec ce qui est vécu dans d'autres pays de l'Afrique centrale. Sur ce que vous avez écouté jusqu'ici, je veux dire, quelle est la lecture que vous faites de la situation sociopolitique en Guinée aujourd'hui? Bon, disons que je suis surpris par l'attitude du président Condé. Quand on connaît son passé de militant, quand on sait toute l'énergie qu'il a mis à combattre ses prédécesseurs et surtout à dénoncer leurs abus, bon, le voir sombrer, passez-moi le mot, dans cette attitude, me surprend quelque peu. Je croyais qu'il allait prendre un peu plus de hauteur, à l'instar de certains de ses pairs de cette sous-région, et décider d'abandonner le pouvoir. Bon, il veut absolument faire passer ce référendum. Parce que je crois que même s'il a reculé, il recule pendant quelques semaines. Oui, beaucoup parlent de 2 semaines. Parce qu'il veut en fait faire un passage en force. Et bon, et je comprends donc toute la vigueur de l'opposition en Guinée. Certes, il y a toutes ces lignes de partage sur le plan sociologique, comme l'a dit le docteur Wansi. Je suis, bon, c'est vrai, un peu comme dans la plupart des pays africains. Mais il faut qu'on dépasse cette étape. Il ne faudrait pas que chacun pense que il faut qu'il y ait un tour, que chaque ethnie ait un tour. Parce qu'il a cité les 3 principales ethnies, mais il y a d'autres ethnies en Guinée qui ne sont peut-être pas aussi représentatives, mais qui existent. Bon, de la même manière au Cameroun, si chaque ethnie ou tribu au Cameroun commence à revendiquer son tour, on va entrer dans une belle cacophonie. Et moi, je crois qu'il faudrait que alors, il y a en ce moment cette pression de la CEDEAO qui est considérée comme ayant amené le président Condé à faire machine arrière, en tout cas même si vous estimez qu'en fait il recule pour passer en force.
Mais cette CEDEAO-là, au finish, comment elle agit? On vient de voir quand même qu'au Togo, le président togolais a été élu, malgré un certain nombre de contestations, même si elle paraissait timide au sein de l'opposition. On a bien observé que on a le sentiment que la CEDEAO ne s'est pas beaucoup intéressée au cas togolais. Est-ce que c'est lié au fait que les Togolais eux-mêmes ont quelque peu baissé les bras, ou bien il faut y voir la question des intérêts, comme semble souligner le Dr Wanti? Bon, on a l'impression que c'est une réaction à géométrie variable, parce que la CEDEAO ne se comporte pas de la même manière partout. Alors, il faut dire qu'au Togo, il y a une tradition de brutalité qui a été imposée par le père Eyadema, et son fils agit de la même manière. Il ne se pose pas de questions par rapport au peuple togolais. On a parlé, le collègue a parlé tout à l'heure de tous ces morts qu'il y a eu. Donc c'est toujours des passages en force. Cette élection, quand on vous raconte ce qui s'est passé, le bourrage des urnes, avant, il prenait tout simplement les urnes et les amenait. Maintenant, il les bourre au vu et au su de tout le monde et il ne se soucie de personne. C'est ce que j'appelle brutalité. Et bon, avec un score, ils mettent un peu la CEDEAO devant le fait accompli. Et normalement, la CEDEAO aurait dû agir depuis longtemps, mais moi j'ai l'impression qu'elle manifeste un certain nombre de faiblesses par rapport au Togo. Elle n'agit pas, elle agit avec beaucoup plus de vigueur ailleurs. Bon, le poids politique du Togo. Je voudrais parler du poids économique du Togo. Le Togo est un port en eau profonde qui dessert le Mali et le Burkina. Chaque fois qu'il y a des difficultés au Togo, les Burkinabés, qui sont des gros producteurs de coton, et les Maliens ont des difficultés à écouler leur coton sur la côte. Et le Togo est au carrefour de la CEDEAO parce qu'il est au cœur de la grande route qui part du Sénégal jusqu'au Nigeria. La libre circulation des personnes et des biens se manifeste réellement au Togo, avec une frontière qui est pratiquement en ville, la frontière de Kodjo-Viakopé, et une autre frontière qui est la frontière de Sémé. Oui, de Ilakonji, s'il vous plaît. Donc, le problème qui se pose au Togo, c'est que le Togo étant un véritable tampon entre les États anglophones de la CEDEAO et les États francophones de la CEDEAO a toujours ménagé le Togo. D'ailleurs, après Abuja, une des commissions de la CEDEAO se trouve à Lomé. Le bureau, un des bureaux, des plus grands bureaux de la CEDEAO se trouve à Lomé. Et autre chose, certains pays, même francophones, ménagent le Togo parce que c'est à Lomé que se trouve la BOAD. C'est à Lomé que se trouvent certains BOAD, je veux dire, Banque Ouest Africaine de Développement. Et certains organismes qui concourent au développement ou encore à la transversalité de l'aide se trouvent au Togo, notamment le programme d'utilisation des fonds suisses en Afrique. Cela peut donc justifier. Il y a un regard différent. Il y a un regard différent et une certaine retenue à imposer des changements structurels au Togo. Et il faut aussi l'avouer, le père Eyadema était d'une très grande influence et avait le soutien de ses amis français. Donc cela n'a pas fait bouger les choses. La constitution du Togo a été changée en une nuit avec l'appui d'un professeur de droit français. On a pratiquement éliminé le dauphin constitutionnel qui était M. Fouambaré Nyatchaba pour privilégier la succession dynastique avec M. Faure Gnassingbé. Et Yombi, en parlant de pression,
de la communauté internationale sur Alpha Condé en Guinée, avec notamment cette décision qui vient de prendre de reporter les élections législatives et éventuellement ce référendum constitutionnel pour faire lever le verrou de limitation de mandat, éventuellement pour se représenter à l'élection présidentielle et donc briguer un troisième mandat. En parlant donc de pression, cela fait penser aux déclarations du président français Emmanuel Macron il y a quelques jours au Salon de l'Agriculture à Paris dans un échange avec un activiste camerounais où il a indiqué en vision qu'il a dû faire pression sur le président camerounais pour obtenir entre autres la libération de Maurice Kamto, ce qui nous amène à nous poser la question de savoir si finalement les chefs d'État africains agissent que sous la pression. C'est vrai que la question que vous posez, elle est extrêmement profonde parce que du coup, il me vient en tête, n'est-ce pas, cette confrontation, je pense, de 1958 entre le général de Gaulle et Sékou Touré. Et ces deux hommes, n'est-ce pas, grands, n'est-ce pas, par la taille, mais également par les idées, et l'un défendant évidemment son terroir africain, tandis que l'autre voulait lui imposer, n'est-ce pas, les desiderata de la métropole, ou alors voulant que celui-ci, j'allais dire Sékou Touré, soit, n'est-ce pas, j'allais dire, un élément de la géopolitique française. Évidemment, la pression existe à partir du moment où le mode d'accession au pouvoir est un mode évidemment biaisé, lorsque évidemment les liens qui saisissent avec la métropole sont encore des liens forts. C'est un euphémisme que de dire ici, évidemment, comme Henri Lopez, que les indépendances africaines, en général, ont été des indépendances acquises sans concours. Donc, on ne peut pas être surpris, évidemment, du lien, j'allais dire, très étroit, ou alors même de la relation incestueuse qui existe entre Paris, d'une part, et certains territoires d'Afrique noire francophone d'autre part. Parce que vous voyez bien, nous avons circonscrit très bien le champ de notre réflexion. Nous nous intéressons particulièrement à l'Afrique noire francophone. À partir du moment où la gouvernance est particulière, le mode, n'est-ce pas, de transmission du pouvoir est totalement particulier. Et si c'est particulier, c'est tout simplement parce que l'histoire a particularisé cette trajectoire. Cette fameuse histoire entre notamment, n'est-ce pas, la France d'une part, et j'allais dire, n'est-ce pas, ces territoires d'Afrique noire francophone d'autre part. Évidemment, lorsque vous parlez de pression, ça se comprend. Mais jusqu'ici, on n'a pas entendu Paris. Jusqu'ici, en ce qui concerne effectivement la Guinée-Conakry, on n'a pas entendu Paris. Et je pense même que c'est à dessein. Vous savez, il y a le pouvoir tel que nous le voyons, parfois avec les yeux des naïfs, et il y a aussi évidemment, j'allais dire, n'est-ce pas, tout un autre théâtre qui se joue dans l'antichambre, des choses qui sont parfois non dites, mais qui pèsent évidemment de tout leur poids. Je crains qu'ici, dans ce qui se passe, que Alpha Condé ait bénéficié, je parle au conditionnel, qu'il ait bénéficié du soutien de certains puissants. Vous savez sans doute que Alpha Condé a pour ami, entre autres, le très très puissant industriel Vincent Bolloré, vous le savez sans doute, et qui a eu évidemment, n'est-ce pas, certains qui ont bénéficié des marchés à un moment donné concernant ce fameux port, et des marchés qui ont été retirés pour être attribués par la suite, n'est-ce pas, à Vincent Bolloré. Ce n'est pas un secret que de dire ici notamment que la France officielle telle qu'elle agit, elle n'agit pas seulement à travers ses ambassades qui sont dans le monde. Il y a des petites mains comme Bolloré qui constituent évidemment à l'extérieur l'influence de la France. Donc si jusqu'ici, on n'a pas suivi, j'allais dire de manière officielle la pression de Paris, peut-être que de manière officieuse, Alpha Condé, n'est-ce pas, peut se gargariser de bénéficier en réalité notamment du soutien de Paris. Docteur Issomba, au finish, lorsqu'on regarde un certain nombre de situations sociopolitiques, je veux dire, de crises sociopolitiques sur le continent, et la manière dont ces problèmes sont réglés, et la question que je pose est celle de savoir si, au finish, les chefs d'État africains écoutent beaucoup plus leurs pairs, comme c'est le cas avec la CEDEAO, où on voit bien que les chefs d'État de la CEDEAO, en prenant clairement position, ont amené le président Condé à reculer. Est-ce que ces chefs d'État écoutent davantage leur métropole, comme ça semble être le cas avec le Cameroun ou d'autres pays de la sous-région Afrique centrale ou même de l'Afrique de l'Ouest, ou bien ces chefs d'État écoutent davantage le langage de la rue?
il faut le dire clairement, quand vous regardez, j'ai lu, je reviens sur ce communiqué du secrétaire général à la présidence de la République, surtout la dernière partie de ce communiqué, il précise que le Cameroun doit davantage renforcer ses liens historiques d'amitié avec la France. Ça me permet un peu de replonger dans l'histoire, dans les racines de l'histoire. Vous vous rappelez que c'est quand Amadou Ahidjo, paix à son âme, revient de la France, que celui-ci annonce sa démission. Vous vous rappelez justement qu'en ce moment-là, les Camerounais plus proches de lui, le président Paul Biya et bien d'autres, Maïkano qui était à ses côtés, avaient voulu dissuader le président Ahidjo de ne pas démissionner sous le fallacieux prétexte qu'ils sont à ses côtés et qu'ils pouvaient l'accompagner à exercer le pouvoir jusqu'à la fin. Mais le président Ahidjo leur a dit, écoutez, j'incarne l'autorité de l'État, voulez-vous que je m'écoule pendant que je suis en train de dire un discours? Non, c'est l'État du Cameroun qui va tomber. Et vous vous rappelez qu'en ce moment-là, on avait estimé que le coup d'État était un coup d'État médical. Parce que Ahidjo, qui revenait de France, on lui a dit qu'il est malade, il ne peut plus tenir, il faudrait qu'il laisse le pouvoir. Donc, je pars de là pour indiquer que les liens entre les motopoles sont des liens extrêmement forts. Que De Gaulle le rappelait si remarquablement qu'entre les États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que, regardez aujourd'hui la situation. Je veux prendre simplement le cas du professeur Maurice Kamto. Vous avez vu, il a fait une tournée en Europe. Il est allé aux États-Unis, il est allé au Canada, il est allé en France. Tout cela pourquoi? Parce qu'en réalité, les Africains ont compris que pour consolider le pouvoir de l'intérieur, il faut se doter d'alliés. C'est-à-dire que d'alliés sur le plan international. Mais il n'a pas le pouvoir, Maurice Kamto. Non, ce que je prends, c'est un exemple. C'est un exemple parce que pour indiquer que il n'a certes pas le pouvoir, mais il faut déjà se doter d'un certain nombre d'alliés pour justement savoir que même pour la conquête de ce pouvoir, si vous n'avez pas le soutien de ces alliés, vous serez, très mince pour pouvoir affronter les élections dans dans l'État où vous êtes. Donc ça veut dire quoi? L'exemple que je prends veut simplement vous dire que nous sommes encore très loin de cette séparation nette du joug du colonisé. Parce qu'on se rend compte, vous avez vu, je voudrais reprendre ici le propos du président de Paul Biya, il dit, j'ai fait un compte rendu à Macron. Vous voyez, et c'est en France que nous apprenons que le Cameroun va bénéficier d'un statut spécial. Pourtant, nous avons toutes les chaînes de télévision aussi les meilleures où le président pouvait justement passer son message ou faire un tweet, comme il a l'habitude de le faire, puisqu'il est bien connecté aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, pour répondre à votre question, c'est pour... Mais le statut spécial était déjà annoncé quand même dans les grandes recommandations. Oui, c'était déjà dit à l'issue du grand dialogue. Mais je dis, l'annonce du chef de l'État n'est pas faite sur le territoire camerounais. La primeur. La primeur, est faite plutôt de l'autre côté. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire en réalité que nos chefs d'État, dès que l'on regarde le fonctionnement aujourd'hui, on se rend compte qu'ils subissent beaucoup plus la pression de l'extérieur que de l'intérieur. Je vais vous prendre un exemple. Lors de l'arrestation du professeur Maurice Kamto, vous vous souvenez que sur ce plateau et sur bien d'autres, les Camerounais ont appelé à la libération du professeur Maurice Kamto et les siens. Mais quand nous apprenons une sortie comme celle de Macron qui dit « c'est moi qui ai fait une pression pour que le président de la République libère le professeur Maurice Kamto et les siens », surtout qu'auparavant, nous avons eu des autorités au Cameroun qui ont dit « le président de la République a libéré Maurice Kamto du fait de sa mansuétude et de sa magnanimité ». Et que le président français lui dit, c'est à la faveur de ma pression que Maurice Kamto est libéré. Ça fait de ce pourquoi c'était un choc très fort, où vous avez vu, les Camerounais sont descendus sur la rue pour justement estimer que l'honorabilité et la dignité du président avaient été écornées. Or, je dis, c'est Macron là que révélé plus haut ce que les Africains pensaient plus bas. Professeur Albert Dikoumé, de votre point de vue, qui les chefs d'État africains écoutent-ils le plus ou le mieux? Sûrement pas leur peuple. Ils ne se soucient pas beaucoup de ce que pense leur peuple. Ils écoutent leurs amis de l'extérieur.
Hein? Il ne faut pas oublier, il ne faut pas se voiler la face. Hein? Le Cameroun est dans le précaré français. Si nous regardons la situation politique, économique du Cameroun, les plus grosses entreprises au Cameroun, les plus grosses multinationales sont françaises. Même s'il y a certaines qui sont parties, hein, l'industrie du Cameroun est en grande partie entre les mains des Français. Cela joue, qu'on le veuille ou non. Et puis, nous avons signé un certain nombre d'accords avec les Français à l'aube de l'indépendance. Je ne crois pas que j'entends ici et là que le président Biya n'a pas renouvelé ses accords. Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que je n'ai pas entendu dénoncer ces accords. On ne m'a pas dit que le Cameroun a dénoncé ces accords, a décidé d'y mettre fin. Cela signifie que ces accords continuent de nous lier et qu'ils nous mettent en situation d'infériorité. Bon, disons que j'ai été surpris par la sortie du président Macron, qui n'a pas daigné respecter toutes les règles de diplomatie, parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas comme ça en public, même si elles existent, même si on exerce des pressions sur le président camerounais, le dire de manière aussi désinvolte, aussi, de manière aussi cavalière, m'a quelque peu surpris. Mais les réactions des Camerounais m'ont également surpris. Hein? Tous ces griots de la République qui sont sortis de leur gond et qui ont fait sortir les autres dans la rue, alors qu'ils interdisent toute manifestation, hein, de quelque parti que ce soit, sauf les manifestations de parti au pouvoir. J'ai vu qu'ils étaient sortis, qu'ils avaient appelé des jeunes à manifester à un grand nombre, non seulement à Yaoundé, mais qu'on avait amené des charters à Bafoussam pour dire son indignation. Non, ça m'a semblé puéril. Hein? C'est assez puéril. J'ai eu l'impression que nous ne sommes pas suffisamment mûrs. On n'a pas besoin de ça. Oui, mais ils ont estimé que le Cameroun est un État souverain et que cela doit se savoir. Une manifestation devant l'ambassade de France pour porter le message et faire comprendre à la France que ces jeunes-là, tous les Camerounais sont derrière leur chef d'État et qu'ils ne peuvent pas accepter qu'ils soient humiliés de cette façon-là, en mon vision. Bon, vous savez, au tournant du 19e siècle, tous les États se considéraient comme des États souverains. Hein, quelques petits qu'ils furent. C'était des États souverains. Nous, en Afrique, nous sommes également des États souverains. En histoire, on ne fait pas de différence entre ce que les gens appellent les petits États et les grands États. Mais en relation internationale, ça compte. Les rapports de force comptent. Hein? Le Cameroun ne boxe pas dans la même catégorie que la France. Et le Cameroun a établi des liens privilégiés avec la France, ce qui peut amener la France, lorsqu'il y a un certain nombre de situations au Cameroun, de manière amicale, hein, par la bouche de son président, demander au président camerounais, de manière amicale, bon, il y a telle situation chez vous, est-ce que vous pouvez prendre un certain nombre de dispositions par rapport à ceci? Si on déclare tous les jours que nous avons, que c'est une vieille amitié, une amitié solide. Donc si vous êtes amis, hein, comme le Cameroun et la France semblent l'être, vous avez le droit et même le devoir, lorsque vous estimez que votre ami dévie un peu, non pas de le rappeler à l'ordre, mais de lui conseiller amicalement de faire autrement. Je crois que c'est ce que le président Macron a dû faire. C'est la manière de le dire. Hein, à ce salon, c'était le salon de l'agriculture. Hein, de manière aussi cavalière, comme je l'ai dit. Hein, ce sont des choses qui se sont déroulées entre le président
Biya et le président Macron, il n'avait pas à venir le dire sur la place publique, même s'il avait été interpellé. C'est ce que je pense personnellement. Mais, qu'on le veuille ou non, hein, le Cameroun pèse de tout, la France, pardon, pèse de tout son poids sur la politique camerounaise. On ne peut pas le nier. Duval, peut-être ça va m'échapper. La question qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas une question de principe d'égalité souveraine entre les États, mais c'est plutôt un rapport de force entre États. C'est ça. Et autre chose, vous avez vu, pour rester dans l'idée du parallélisme, comme le président de la République, on avait estimé que Macron lui a manqué de respect, a piétiné son autorité, son honorabilité. Vous vous rendez compte que ce que Macron avait annoncé faire, il l'a fait. Et le président de la République a décroché le téléphone. Donc cela veut dire qu'en réalité, la population devait encore ressortir maintenant pour aller marcher devant le palais pour assurer le principe du parallélisme, parce que justement, il devait se plaindre pourquoi est-ce que le président a décroché le téléphone de Macron. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, et ça je rejoins le professeur de manière globale pour indiquer que les liens sont tellement forts, qu'ils sont historiques, qu'ils reposent même sur les tests. Et c'est la raison pour laquelle, et il a évoqué, il se susurre qu'il y a l'idée d'une non-reconduction d'un ensemble de contrats qui avaient été passés entre le Cameroun et la France. D'autant aussi, on a évoqué le cas du Togo, le cas de la Guinée-Conakry, peut-être aussi le cas de la Gambie. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup creusé. Je voulais quand même ajouter quelque chose à ce qu'il disait, en disant que l'approche diplomatique de la France vis-à-vis de la Guinée et de la France vis-à-vis du Cameroun ou bien du Gabon n'est pas la même. Elle dépend aussi de l'histoire. L'histoire de la Guinée est une histoire d'un peuple très indépendant, très autonome, qui est très souverainiste, qui a manifesté sa souveraineté en 1958. Donc, la Guinée est apparue dans les années 60 comme l'enfant rebelle du précaré français. On le lui a fait payer. On le lui a fait payer très cher. Et ce n'est pas fini. Et on l'a ramené pratiquement à l'âge de la pierre taillée. Quant au Cameroun, le Cameroun a quand même manifesté des résistances vis-à-vis de la force française. Je veux dire, quand je dis de la force, ici je mets entre guillemets, c'est que les relations franco-camerounaises n'ont pas toujours été celles du cheval et de l'homme. Dans les années 60, l'agent Aïdio, qui était pourtant agent français, a tout de même résisté pendant la guerre du Biafra. Parce que si Aïdio avait ouvert les vannes, avait facilité le passage des armes, comme l'ont fait certains pays d'Afrique centrale, comme le Gabon, de Bongo à l'époque, du père Bongo, je crois que le Biafra serait devenu un État indépendant. C'est-à-dire, le Cameroun a joué un grand rôle, un rôle très important pour ne pas que la sécession s'opère au Nigeria. Juste pour rappeler pour la gouverne des téléspectateurs que vous parlez bien évidemment de la guerre du Biafra, de la guerre du Biafra. À la fin des années 60, oui. Où le président Aïdio a fait et cause pour les forces loyalistes au Nigeria, alors que la France lui proposait de soutenir plutôt la sécession biafraise. Et oui, et comme il y a des pays qui ont soutenu la sécession, comme la Côte d'Ivoire, le Gabon et la Tanzanie. Mais le président Aïdio a manifesté quand même une certaine résistance. Pour autant, il faut qu'on dise aux téléspectateurs que les relations internationales sont d'abord régies par des rapports de force. Les relations internationales ne sont pas le droit international. Le droit international, d'ailleurs, lui-même, est un droit international qui est souvent actionné, du moins dominé, par les nations puissantes, notamment en ce qui concerne le droit de la mer, certains aspects de droit humanitaire et reste. On peut vous déclarer intervention humanitaire. Est-ce que vous pouvez déclarer intervention humanitaire en France? Pas du tout. Donc, c'était pour rappeler aux téléspectateurs que il y a quand même eu des cas de résistance. Alors, avant de terminer là-dessus, professeur Albert Dikoumé, dans le cas précis de cette guerre du Biafra, qu'est-ce qui peut avoir justifié l'attitude curieusement courageuse
du président Ahidjo à prendre cette décision alors qu'on attendait plutôt, que le président Ahidjo s'aligne sur la position de la France dans cette affaire-là? Le Cameroun et le Nigeria sont des pays voisins. Il y a une longue frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Il y a des peuples qu'on trouve au Nigeria et qu'on trouve au Cameroun. Hein? Non seulement dans le nord du Cameroun et le nord du Nigeria, hein, mais même dans le sud-ouest et le sud-ouest et le nord-ouest actuel. Les Idjo, les Bio-Bio, les Écoles, les Idjo et les Bio-Bio, qui sont des Sawa du Nigeria. Voilà. Ouais. Donc, si on avait accepté jouer le jeu de Ojukwu, du général Ojukwu, et de la sécession, nous risquions d'avoir les mêmes problèmes au Cameroun. On avait déjà perdu le Northern Cameroun. Au terme du plébiscite de février 61. Hein? N'oubliez pas que le Cameroun se trouvait dans les années 60 et jusque dans les années 70 dans une situation politique très difficile. L'UPC continuait, hein, à mener une bataille à l'intérieur du Cameroun, dans des régions comme l'Ouest, comme le Mungo. C'est après l'arrestation de Wandi, je crois en 71, et sa condamnation à mort. 70 en Banga. 70. Et la fusillade en 71, le 15 janvier. En 71, que l'UPC s'est finalement résigné à rentrer dans les rangs. Donc, les mêmes causes pouvaient produire les mêmes effets. Sur le plan sociologique, le Cameroun et le Nigeria se ressemblent beaucoup. Hein? Moi, quand j'ai été au Nigeria, j'ai été surpris. J'ai eu l'impression que j'étais encore au Cameroun. Donc, n'est-ce pas, on aurait pu avoir des effets pervers. C'est dans cette lecture-là que fait le président Ahidjo lorsqu'il prend la décision. À cette lecture, je voudrais ajouter quelque chose, Duval. C'est que il y a l'espace vital, ce qu'on ignore souvent dans les conflits africains. L'espace vital, c'est que c'est un Aoussa qui est au pouvoir au Cameroun. Il vient au secours de ses frères Aoussa. À l'époque, Gowon est Aoussa. Et les Aoussa du nord du Nigeria dominent la vie politique pendant la guerre. Bon, disons qu'on les appelle, ils sont sous l'appellation d'Aoussa, comme on les appelle au Cameroun. Donc ce sont des ethnies du nord. Non, des ethnies du nord. Lui étant du nord du Nigeria, nord Cameroun, vient au secours. De la même manière, lorsque il y a eu le conflit en Côte d'Ivoire, les malinqués des autres États, les malinqués de Guinée, du Mali et du Burkina, se sont mis derrière le candidat Soro, du moins dans l'alliance Soro-Ouattara, pour dire, mais non, il s'agit, quand on analyse les conflits en Afrique, il faut voir l'espace vital. C'est-à-dire l'espace, quand je dis espace vital ici, cela veut dire la coalition. La dimension communautaire. La dimension communautaire et ethnique. Un instant, pour compléter ce qui a été dit à la question que vous avez posée, je pense qu'on ne doit pas également négliger l'aspect personnel des différents chefs d'État. Dans leurs relations, il y a une sorte de personnalisation. Des équations personnelles. Oui. Vous savez sans doute que le président Amadou Ahidjo adulait énormément De Gaulle parce qu'il voyait en celui-ci un homme d'État. Et de ce fait, lui aussi, il avait toujours rêvé, n'est-ce pas, avoir cette grandeur. Et par translation, ça existait également entre Ahidjo et Gowon, ce qui explique notamment la visite, évidemment, de Amadou Ahidjo en 68. Lorsque vous regardez la photo, il y a une chaleur entre les hommes. Vous voyez une sorte de proximité que seuls les tests n'expliquent pas. Mais tout simplement parce qu'il y avait deux hommes qui avaient une certaine sympathie, qu'on peut mettre, évidemment, notamment sur le compte de l'appartenance à la même religion ou ce qu'on veut. Mais on ne peut pas enlever dans les relations internationales le fait que deux hommes, de manière naturelle, s'entendent beaucoup plus facilement que d'autres. Autrement dit, Dr Issoumba, il peut arriver qu'on n'écoute pas le métropole, on n'écoute pas l'ex... Je doute fort. Je doute fort parce que...
On est de voir avec le président Aïdjo dans le cas de la situation. Oui, non, je doute fort parce que regardez, c'est la raison pour laquelle moi on peut contester la sortie de Macron, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, mais cette sortie nous apprend et nous enseigne beaucoup de choses. Première des choses que les peuples, nos chefs d'État africains doivent davantage écouter leur peuple parce qu'ils servent au nom de ce peuple. Parce que si vous observez bien, c'est que aujourd'hui, le peuple a même de la difficulté à avoir de la représentation. Parce que quand vous prenez aujourd'hui notre Parlement camerounais, vous vous rendez compte que c'est comme si le peuple ne se retrouve pas au sein du Parlement. Pourtant, les parlementaires représentent le peuple, c'est-à-dire que beaucoup plus l'Assemblée nationale. Et regardez aujourd'hui, la question par exemple de la crise anglophone n'a pas été traitée devant notre Parlement. Pourtant, en réalité, c'est le lieu par excellence où devait être abordé. En attendant même que le grand dialogue n'arrive, les questions de la crise anglophone devaient déjà être portées à la connaissance de nos parlementaires. Donc, ça c'est pour dire quoi? Regardez déjà cette crise de représentativité, ça ne peut que s'étendre au niveau de notre représentation au sein de l'exécutif de chaque pays africain, c'est-à-dire où les chefs estiment qu'ils maîtrisent mieux leur peuple. Maintenant, c'est mieux d'engranger des prouesses sur le plan international pour pouvoir mieux avoir une assise au niveau du pouvoir que l'on exerce en interne. Donc voilà, simplement une lecture qu'on peut faire. Mais Dr. Essomba, pourquoi de votre point de vue, la question n'est pas traitée au Parlement, à l'Assemblée nationale, qui est la représentation nationale? Pourquoi on a le sentiment qu'il faut attendre que des réponses soient susurrées de l'extérieur pour être implémenté dans le sens de la résolution de ces crises-là? Oui, justement, nous avons dans cette crise de représentativité. Est-ce qu'il ne faut pas, dans l'analyse, interroger justement l'origine de la souveraineté dont on parle? Oui, vous savez, je l'ai indiqué tout à l'heure. Vous savez, quand un chef de l'État sait qu'il a maîtrisé son peuple, parce que c'est ce qu'on constate par des techniques que nous tous nous connaissons, qui peuvent être pacifiques ou répressives, on comprend que dès que cela est fait, ils ouvrent les vannes. Regardez, si vous observez très bien, le président de la République au Cameroun reçoit plus d'ambassadeurs qu'il ne reçoit ses propres conseillers. C'est-à-dire que quand vous interrogez le professeur Lee Sun-Jung, il vous dit ce n'est pas évident qu'il voie le président de la République. Or, vous observez, regardez le balai qui est chaque fois fait au niveau du palais de l'unité. On vous dit le président a reçu tel de la France. Mais jamais ça pouvait également se faire. C'est-à-dire que quand le président de la République reçoit même le Premier ministre, ça pouvait également être solennisé pour essayer de faire comprendre aux gens que non, même sur le plan interne, le président de la République mène une certaine activité qui permet justement de donner voix au chapitre aux Camerounais. Or, on se rend compte que le balai qui est très souvent démontré en renfort de publicité, c'est que le président a reçu tel ambassadeur, il a reçu tel émissaire, il a reçu, mais très peu de Camerounais sont reçus. Pourtant, on a vu en France, quand Macron reçoit le ministre des Affaires étrangères, on montre, la télévision française fait tout un tabac. Et on aurait pu dire qu'un conseil des ministres peut gérer cela. Non, tout cela doit être démonté pour essayer d'afficher de manière claire la mise en œuvre de la politique interne par le président de la République. Mais si je m'abuse, je crois que même dans le cas de la Guinée, je peux me tromper, c'est à l'extérieur que Condé a annoncé que les élections sont... Oui, seront reportées, justement. Il y a une justification à tout ça, c'est que c'est l'élasticité des institutions. Les institutions ne sont pas suffisamment fortes en Afrique. Elles ne sont pas suffisamment puissantes. Et puisqu'elles ne sont pas puissantes, et que c'est le chef qui est puissant, ça se traduit par des pratiques politiques qu'on appelle la confiscation ou la pérennisation du pouvoir personnel. Et c'est ce qui s'est passé en Guinée. Nous sommes dans la logique de la pérennisation du pouvoir personnel en Guinée. Un instant, si vous permettez, pour compléter ce qui a été dit en ce qui concerne la question que vous avez posée, et vous avez demandé, je vais paraphraser, est-ce qu'on n'assiste pas à une sorte de limite de la souveraineté? Vous voyez, votre question est très intéressante. On a décrypté jusqu'ici, évidemment, ce qui a été dit en ce qui concerne les propos du président français.
est-ce que vous avez remarqué que dans toute la communication qui a été faite par la France jusqu'ici, il n'apparaît nulle part le terme fédération? Nulle part. Ça a toujours été décentralisation. Lorsque le ministre français des Affaires étrangères était là, nous allons accompagner les conclusions du grand dialogue en ce qui concerne notamment la décentralisation. En fait, il y a un problème de fond. C'est que les intérêts concernant la fédération, les intérêts extérieurs sont trop puissants. Ils sont tellement puissants qu'en réalité, ils conditionnent évidemment le fait qu'on puisse parler au nom de la fédération. Sans pouvoir jurer, on peut être quasiment certain que la question de la fédération sera abordée au Cameroun avec l'actuel régime si et seulement si la corde est de plus en plus raide. Parce qu'évidemment, les intérêts pétroliers qui existent, notamment dans la partie du sud-ouest, qui sont exploités en grande partie par les entreprises françaises, il serait extrêmement difficile que ce magot pétrolier soit évidemment géré par d'autres mains. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Donc la question de la fédération et la question du pétrole, particulièrement cette question pétrolière, fait en sorte qu'aujourd'hui, parler de fédération à Yaoundé, c'est quasiment un tabou. Et évidemment, dans cette perspective, vous l'avez tous entendu, nous allons accompagner le Cameroun pour que les conclusions du grand dialogue national soient mises en place en ce qui concerne la décentralisation et le statut spécial. Il n'apparaît nulle part le terme fédération. Comme si c'était un fétiche, comme si c'était un tabou. À la différence du discours d'autres pays, notamment des États-Unis, parce qu'on a écouté effectivement les diplomates américains parler clairement de la fédération comme étant... Ils sont revenus. La décentralisation. Ils sont revenus. Peut-être que vous parlez de Thibor Nagui, mais il n'était pas seul. Il faut rappeler qu'il y a Karen Bass et d'autres personnalités qui sont venues du Congrès américain, qui ont séjourné au Cameroun. Donc, il faut peut-être avoir une position officielle des États-Unis sur la question. Mais le fait que les États-Unis, à un moment donné, qu'ils aient parlé de fédération, ça montre déjà que les puissances étrangères ne sont pas totalement sur la même longueur d'onde en ce qui concerne évidemment cette question de la décentralisation. Et alors, je voudrais justement qu'on va revenir là-dessus dans la dernière partie de cette émission. Je voudrais avoir votre avis justement sur cette question de souveraineté. Ou bien, oui, ces chefs d'État, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils pensent qu'ils retirent leur puissance, leur souveraineté effectivement du peuple? Pourquoi? Pour la plupart, très souvent, lorsqu'ils doivent prendre des décisions, il faut qu'ils écoutent l'extérieur avant de prendre les décisions les plus importantes. De façon symbolique, on a parlé tout à l'heure du cas de Condé, qui de l'extérieur a annoncé. Il y a d'autres chefs d'État dans la sous-région Afrique centrale qui ont déclaré la guerre, étant à Paris ou ailleurs. Est-ce que cela n'amène pas à conclure qu'effectivement, ils pensent que leur pouvoir vient effectivement de l'extérieur? Je vais répondre en faisant une boutade et je dirais ceci. Si j'étais dans une gargote, je dirais tout simplement que ces chefs d'État vont d'abord prendre les ordres à leur patron, évidemment pour les implémenter. Mais je ne dirais pas comme ça. Je dirais tout simplement que les chaînes qui existent évidemment entre les gestionnaires actuels et la métropole font que la marge de manœuvre est extrêmement limitée. Et de ce point de vue, il est toujours important, n'est-ce pas, de faire recours à l'autre, de telle sorte que les intérêts ou alors les points de vue soient pris en compte au moment de la décision. C'est votre point de vue, Dr. Wansi? Oui, je pense que tout cela tourne autour de ce qui est la force. Mais les dégâts de ce genre de comportement, de ce type de relation, sont graves parce qu'elles ne permettent pas aux générations futures de saisir le pouvoir, de s'approprier le pouvoir. C'est pourquoi ce genre de comportement n'autorise pas l'alternance et favorise l'exploitation des peuples jusqu'à long terme. En 60 ans, nous avons eu 2 présidents. Il n'y a pas eu d'alternance. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas suffisamment politisés. C'est tout simplement parce que les gens n'ont pas, le peuple, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas reçu le relais suffisant pour leur permettre de réfléchir sur le devenir de leur pays. Sinon, le seul relais qu'ils ont reçu, c'est le relais
de l'animation politique. Quand je parle de l'animation politique ici, cela veut dire que je parle du folklore politique, comme ce qui s'est passé à Yaoundé devant l'ambassade de France. Vous avez vu, même les pancartes étaient très bien faites. Il n'y avait pas de spontanéité. La calligraphie était d'une telle beauté que on s'est posé la question en combien de temps ils avaient eu toute la nuit peut-être. Mais moi je dirais quelque chose, je dis que ça ne permet même pas au peuple africain de penser à ce que nous appellerons plus tard le rassemblement des peuples. C'est-à-dire, si nous devons marcher vers un gouvernement africain, ça ne permet pas l'union des peuples. Le Parlement africain, c'est un véritable décor. Il n'y a rien qui appartienne au peuple. Donc, la question des mouvements populaires qui devaient s'approprier le destin de leur pays et le destin de l'Afrique est suffisamment bloquée, tout simplement parce que le pouvoir personnel domine le pouvoir populaire, le pouvoir des peuples. Professeur Albert Dikoumé, on a parlé de cet échange au Salon de l'Agriculture entre un activiste camerounais et le président Macron, qui a affirmé qu'il a dû mettre la pression sur le président Biya pour obtenir la libération de Maurice Kamto. On a évoqué le cas de la Guinée. On sait qu'en Guinée, depuis quelque temps, il y avait cette manœuvre du président Condé pour modifier la constitution et même dans le cas des élections législatives, s'octroyer une forte majorité au niveau du Parlement, bien sûr pour avoir les coudées franches en matière de gouvernance. Il y a eu des reproches qui ont été faits par l'opposition, notamment qui estimait que le fichier électoral n'était pas bon, mais Condé n'a écouté personne. Il faut se rappeler que même le ministre de la Justice a dû rendre son tablier parce que disait qu'il n'était pas d'accord avec la démarche de Condé sur la modification de la Constitution. Il a indiqué qu'il n'a pas été associé à la rédaction de cette nouvelle Constitution. Condé n'a écouté personne jusqu'à ce qu'effectivement il y ait cette pression de la CEDEAO pour qu'il consente définitivement ou finalement à ce report. On se souvient également, il y a un cas qui nous revient là à l'esprit, la situation au Burkina Faso il y a quelques années où on avait remarqué que le président Compaoré était dans une logique de modification de la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso à l'époque avait démissionné de ses fonctions pour rejoindre l'opposition. Finalement, il a voulu passer en force. Les populations sont descendues dans la rue et au finish, le président Compaoré a été débarqué. Débarqué par... Exfiltré. C'est quoi? C'est le terme qui adapte par les forces françaises. Par les forces françaises. Alors, au finish, on voit bien que lorsqu'ils refusent d'écouter leur peuple, peut-être qu'au moins s'ils écoutent la métropole ou encore leur père des sous-régions, que ce soit de la CEDEAO ou de la CEMAC ou de la CAC. Oui, bon, maintenant, s'ils refusent d'écouter leur peuple, cela signifie que la mission qui leur est assignée n'est pas respectée. Si vous écoutez l'extérieur au lieu d'écouter votre peuple, cela signifie que vous êtes complètement à côté de la plaque. Mais il faut être réaliste, c'est ce qui se passe en Afrique. Tout à l'heure, nous parlions de l'Assemblée nationale. Pourquoi, depuis 2 ou 3 ans, ce problème n'est pas inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée? Il est vrai que certains députés du STF ont essayé de poser la question, mais ils n'ont jamais été écoutés. Pourtant, c'est un problème extrêmement important qui, aujourd'hui, met notre pays dans une sale situation. Cette guerre que certains trouvent injuste est en train de bloquer le Cameroun, et notamment l'économie du Cameroun. Nous avons déjà affaire à Boko Haram. Et Boko Haram a repris du poil de la bête, parce qu'on a renforcé plutôt les lignes de front au sud-ouest et au nord-ouest, avec les dégâts que l'on connaît. Cette situation, nous essayons toujours de la beauté en touche. Mais il faudra qu'un jour les Camerounais
n'est-ce pas, s'asseyent pour la résoudre définitivement. Et je crois que l'Assemblée a son rôle à jouer dans cette situation. Le problème, c'est qu'on a l'impression que dans nos pays, nos assemblées sont des chambres d'enregistrement. Et d'applaudissements. Il n'y a pas... il n'y a aucune opposition entre l'Assemblée et le pouvoir exécutif. C'est le pouvoir exécutif, on a l'impression qu'il commande à la fois le législatif et le judiciaire. Hein? Donc, le pouvoir exécutif s'est arrogé tous les pouvoirs. Donc, et il y a une espèce d'arrogance, qu'on le veuille ou non, à partir du moment où l'exécutif a tous les pouvoirs. Hein? Il y a une arrogance et ce pouvoir devient autiste. Il n'écoute plus le peuple. Dans la plupart des pays africains, il n'écoute plus le peuple. Il n'écoute que l'extérieur. Hein? Il écoute en particulier la France, surtout dans le précaré francophone que l'on connaît. On écoute la France. La France intervient amicalement auprès d'un chef d'État et il exécute. Alors que pendant des années, vous essayez de débloquer une situation en quelques échanges, cette situation est débloquée. Alors, on se pose des questions. Cette souveraineté dont on aime tant parler, les journaux, les hommes dans la rue évoquaient cette souveraineté. Cette souveraineté, où est-elle? Existe-t-elle? Nous savons que non. Elle n'existe pas au niveau où nous croyons qu'elle est. Hein? Les pouvoirs sont forts envers leur peuple et faibles envers l'extérieur. Vis-à-vis de l'extérieur, nos pouvoirs sont faibles. Il faut le reconnaître. Est-ce que le moment n'est pas venu, au regard de toute cette situation-là, de penser effectivement à des mécanismes de gestion interne, concertés entre les acteurs internes de ces États-là face à des crises qui se multiplient? Est-ce que le moment n'est pas venu d'envisager définitivement cette solution lorsqu'on sait que même avec l'apport de l'extérieur, les séquelles après sont difficiles? Je pense au cas de la Côte d'Ivoire. Il n'y a plus que le moment. Il y a même les moyens. Nous sommes à l'ère du numérique. L'ère du numérique aurait pu nous aider, aurait pu faire prendre conscience à nos dirigeants. Les enfants qui ont entre 0 et 40 ans, du moins 35 ans, ont une autre vision de notre monde. Or, nous bâtissons aujourd'hui parce que nous voulons qu'ils en héritent demain. La question, donc quand vous me posez cette question, je dirais que les conditions objectives du milieu sont déjà réunies pour que nos dirigeants comprennent que il faut des véritables changements structurels et comportementaux pour diriger nos États. Regardez bien ce qui se passe. Les nouvelles, les images vont à une vitesse incroyable. Nous parlons depuis de l'Union africaine. Dans ce contexte, qu'allons-nous léguer aux générations futures pour construire l'Union africaine? Nous avons failli lorsque le président Kadhafi a eu des ennuis. Malgré les dons, malgré les milliards qu'il donnait à nos États, il y a des États africains qui détiennent l'argent libyen. On ne sait même plus combien ils ont pris. Comme le Sénégal. Comme le Sénégal, comme le Burkina et reste. Aucun pays africain, l'Union africaine, n'a pas mobilisé une force de résistance. Au contraire, elle a laissé la Libye sombrer. Donc, c'est comportement... Oui, c'est vrai, effectivement, qu'on a remarqué une sorte de divergence de point de vue sur la démarche africaine par rapport à la situation de la Libye. On a vu qu'il y a des États africains qui, à cette époque-là, je crois, étaient au Conseil de sécurité comme membre non permanent, qui avaient voté pour la résolution de l'établissement d'une zone d'exclusion aérienne sur la Libye.
Et on a même vu qu'au moment de mettre en place le Conseil national de transition en Libye, on a eu également des sons de cloche divergents entre les États africains. Est-ce que cette divergence... Il y a même un président africain qui s'est déplacé pour la Libye, le président sénégalais de l'époque, hein, pour dire que Kadhafi en faisait trop. Voyez-vous, leur gouvernance est devenue catastrophique pour l'histoire. Je dis bien, je le répète, la gouvernance de nos États aujourd'hui est devenue catastrophique pour les générations futures. Je parle en face d'un historien. Des fois, nous nous posons la question de savoir pourquoi à peine 300 Européens ont conquis l'Afrique. Mais on comprend un peu que il y a eu moins de 300 Européens qui ont conquis l'Afrique. Toute l'Afrique, docteur. Oui, toute l'Afrique. Vous croyez que c'est 2000 Allemands qui sont venus ici? Non. Au Cameroun, il y a eu 80... Vous voulez souligner ici la responsabilité des Africains eux-mêmes? La responsabilité des Africains eux-mêmes. Donc, puisque nous avons l'histoire, nous avons un recul aujourd'hui, nous devons nous poser la question de savoir, mais où nous allons? Where are we going? What are we doing? Il y a des États qui avancent. Il y a des formes de gouvernance qui sont devenues des exemples. Le Botswana. Oui, mais pourquoi nous, on n'atteindrait pas ce niveau? C'est tout simplement parce que il y a une très forte personnification du pouvoir qui commence à affecter fondamentalement le devenir des États. Est-ce que vous croyez à des mécanismes de gestion interne de ces crises au sein des États africains? Déjà, il faudrait que nous remarquions que concernant la société camerounaise en particulier, les dynamiques d'apaisement, les dynamiques de consensus ont été cassées un peu avant la naissance de l'État. Lorsque nous parlons notamment de l'UPC, il faut bien qu'on se rende compte que l'UPC, évidemment, avait pour perspective la conquête du pouvoir, de même que la mise en place d'une identité politique. C'est pour ça qu'on a parlé du nationalisme révolutionnaire, comme pour dire que eux, de l'UPC, ils souhaitaient l'unification des deux Camerouns, de même qu'ils voulaient une structuration économique qui appartienne majoritairement aux Camerounais. Donc cette dynamique de consensus qui voulait que les Camerounais soient ensemble, même s'ils sont différents, au moins qu'ils puissent se parler. Cette dynamique a été cassée. Par analogie, qu'est-ce qu'on peut regarder? En France, en début de chaque année, pays de grande démocratie, le chef de l'État reçoit effectivement les autres partis politiques, les représentants des autres partis politiques. Ils ne sont pas d'accord sur beaucoup de choses, mais au moins ils parlent de la République, parce qu'au moins la République les unit. Mais nous sommes ici plutôt dans une trajectoire historique. Mais il y a ici le vœu au corps diplomatique, du corps diplomatique. Non, où on reçoit également les corps constitutionnels. Non. Cette manifestation, alors cette cérémonie, ça existe également là-bas. Je voulais tout simplement dire que l'événement de l'année, qui pourrait être le moment où les représentants, les entrepreneurs politiques se retrouvent au-delà évidemment des divergences, ça n'existe pas chez nous parce que nous n'avons pas évidemment mis en place à la naissance de l'État les mécanismes de consensus pour mieux se parler. Et c'est pour ça qu'on regarde chez nous l'opposition avec des yeux différents. On ne voit pas un opposant comme quelqu'un qui apporte quelque chose de constructif. On le voit plutôt comme quelqu'un qui veut tout gâcher, comme quelqu'un évidemment qui veut tout détruire. Et par extension, on comprend pourquoi évidemment chez nous la diaspora est diabolisée. Parce qu'évidemment dans la trajectoire historique, c'est ceux évidemment qui n'étaient pas d'accord avec l'État qui allaient de l'autre côté parce qu'ils avaient un discours dissonant. Alors donc, il faudrait qu'on mette en place évidemment des dynamiques de concertation, des dynamiques de dialogue qui font que même si on n'est pas d'accord, qu'on s'asseye autour d'une même table pour discuter de la République. Mais non, l'Union africaine essaye avec beaucoup de difficultés de mettre en place un cadre pour mieux se parler. Souvenez-vous déjà que l'Union africaine, à travers le président de la Commission, avait dit qu'il n'était pas d'accord, même s'il n'a pas cité nommément, c'est un chef d'État, mais il avait dit qu'il n'était pas d'accord avec le fait que les constitutions dans certains pays d'Afrique devraient être modifiées. Donc, vous voyez un peu le discours de quelqu'un qui ouvre un imaginaire, mais semble-t-il, il lui manque les moyens d'implémenter, n'est-ce pas, ce qui serait bien pour notre continent. Donc, on dit que c'est difficile, mais il y a quand même quelque chose qui est mis en place et il faut encourager évidemment cette perspective. Le président de la Commission de l'Union africaine est un employé.
Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Il a dit quelque chose. Vous savez, ils ont aussi dans leur subconscient un élément anthropologique avec lequel il faut compter sur l'Afrique. Les Africains ne sont pas différents des chefs traditionnels de l'époque avant de l'Afrique précoloniale. Il faut lire le livre de Deme Kodjo et Demain l'Afrique. Oui. Ils ne sont pas si différents que ça. Nous avons encore, nos chefs du moins, ont encore le sentiment qu'il faut être un chef dur, fort et qui dure. Un chef dur, fort et qui dure dans le temps. Houphouët-Boigny avait dit quelque chose. Lorsque on lui proposait, dans les années 80, de penser à l'alternance, compte tenu de son âge avancé et de l'expérience qu'il avait déjà apportée à la Côte d'Ivoire, vous savez ce qu'il a répondu? On ne change pas un chef, on ne remplace pas un chef baoulé de son vivant. On ne remplace pas un chef baoulé de son vivant. Vous voyez, dans son subconscient historique, il est le chef et on ne peut le remplacer de son vivant. Donc la République n'a pas autant de valeur. Donc pour vous dire... Alors, docteur Issomba, on a remarqué que très souvent, dans les situations de crise à l'intérieur des États, parfois on voit que les gouvernements, en fonction des positions des puissances occidentales, parfois semblent se démarquer ou bien se positionner, ou du moins se faire appel aux puissances asiatiques ou orientales. Est-ce que c'est une méthode qui, de votre point de vue, peut marcher? Je prends un exemple précis. On a bien vu que ces jours-ci, avec les nuages dans les relations entre Yaoundé et Paris, on a appris que le ministre des Relations extérieures du Cameroun a reçu l'ambassadeur de Russie et de Chine. Est-ce que il faut imaginer que c'est une façon de dire à la France, écoutez, vous n'êtes pas d'accord, eh bien on a d'autres marges de manœuvre avec la Russie ou la Chine, surtout que cet ambassadeur de Russie, à la sortie de cet échange avec le ministre des Relations extérieures, a indiqué que la Russie est fermement opposée à toute ingérence dans les affaires intérieures des États. C'est un message aux États-Unis et à la France. Je peux vous répondre justement en faisant ressortir, en faisant réjaillir une interview d'un journaliste français qui demandait au président de la République du Cameroun est-ce que la France a encore tous ses intérêts au Cameroun? Et le président lui a répondu le Cameroun est la chasse gardée de personne. Une réponse qui nous avait donné justement du goût et même du bagou parce qu'on s'est dit voilà, le président de la République essaie de jouer sur le terrain diplomatique et de démontrer que non, le Cameroun n'est pas la chasse gardée de la France. Mais je dois vous répondre en vous disant que aujourd'hui, avec ce que l'on vit, les techniques de résolution de ces crises doivent d'abord trouver leur solution à partir de la Constitution. Je dois vous avouer que la tripartite avait, dans le cadre de la Constitution de 1996, la tripartite en 1991 avait prévu un statut constitutionnel pour les partis politiques. Or, quand vous lisez notre Constitution, les partis politiques n'ont pas un statut constitutionnel. C'est-à-dire qu'ils ont les éléments d'émergence d'une démocratie. On dit les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Non, il faut un statut constitutionnel pour l'opposition au Cameroun. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que, par exemple, lorsqu'il y a eu l'incident ferroviaire à Ezeka, mais c'est l'opposition, le leader de l'opposition, qui doit demander la mise en place d'une commission d'enquête. C'est-à-dire, et le leader de l'opposition a une place institutionnelle dans le protocole. C'est-à-dire, après le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, c'est le leader de l'opposition. Et ça se fait nous avons aujourd'hui les éléments qui structurent notre régime en régime parlementaire. Ça se fait en Grande-Bretagne. Le leader de l'opposition est reçu tous les premiers mardis du mois par le Premier ministre. Et c'est lui qui rend compte du Premier ministre de la situation socio-politique et économique de la Grande-Bretagne. Et le dernier mardi du mois, le leader de l'opposition est reçu par la reine.
Donc vous comprenez qu'à partir de cette démarche, on peut juguler toute crise qui survient parce que les leaders qui sont beaucoup plus sur le terrain ont un certain nombre d'informations qui portent à l'attention des officiels. En Grande-Bretagne, on est dans un two-party system. Au Cameroun, on a 300 Il y a d'autres partis. Il y a d'autres partis, tu vois. Il y a d'autres partis. Regardez, je voudrais prendre un autre exemple. Regardez aujourd'hui la crise qui s'écoule au Cameroun. Nous avons, et j'ai fait une proposition, j'ai dit, pourquoi le président de la République ne recevait-il pas au palais le professeur Maurice Kamto? Pourquoi ne va-t-il pas recevoir Tif Mokedi? Pourquoi ne va-t-il pas recevoir le cardinal Christian Tomi? Pourquoi ne va-t-il pas recevoir Sissi Kouayoutabi? Nous sommes à une crise. Et lui-même, il avait dit, nous devons être les mendiants de la paix. Comment on peut aller manger la paix sur le piédestal des Nations Unies, mais n'est pas là manger à l'intérieur de son propre pays? Pourtant, et le professeur l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes en train de piquer du nez. Donc ça veut dire que dans les résolutions des crises en interne, nos chefs d'État doivent aussi comprendre que seul le peuple, puisque votre console le dit, le président lui-même est détenteur de la souveraineté de l'État qui vient du peuple. Donc tout est à rendre au peuple parce que c'est la source de la souveraineté. Et Yombi, quelle est votre lecture de cette affaire-là? Est-ce que en recevant la Russie, en recevant l'ambassadeur de Russie, l'ambassadeur de Chine, c'est une façon de dire, écoutez, messieurs, on a un bouclier fort. Oui, vous savez, dans la diplomatie, il y a 4 fonctions. Parmi les fonctions, la diplomatie, il y a observer. Et dans les temps anciens, on disait même que observer, c'est espionner. Alors, c'est une façon de dire qu'évidemment, ces puissances ont suffisamment d'informations, suffisamment d'informations précises pour accepter, n'est-ce pas, un rendez-vous avec le MINREX et avoir ce genre de propos. Mais je sais pertinemment que le Camerounais, n'est-ce pas, aime bien, j'allais dire, avec jactance, montrer évidemment cette philosophie de diversification de partenaires, comme pour dire à la France, ma chère France, la mère patrie, tu n'es pas seul, il y a évidemment d'autres. Ça se comprendrait, d'accord? Mais la réalité des faits, c'est que la France, dans la façon, le déroulement, le déploiement du Cameroun, la France a une prépondérance en ce qui concerne les relations extérieures. Donc, quel que soit ce que le Cameroun fera, évidemment, la France aura toujours un grand mot à dire. Je pèse mes mots, un grand mot à dire. Oui, monsieur Yombi, mais pourtant, on a le sentiment... juste un mot avant, juste un mot. Oui. Juste un mot, c'est que, regardez aujourd'hui le contexte s'y prête. Nous venons presque de subir une incidence diplomatique avec la France. Et le contexte s'y prête. On reçoit la Chine, on reçoit la Russie. Ça veut donc dire que la diversification des partenaires étrangers est une réponse forte que le gouvernement camerounais envoie à l'endroit des autres partenaires pour leur dire, écoutez, un peu comme le cas de la France qui est membre permanent du Conseil de sécurité. La Russie, la Chine aussi. Donc je pense qu'il y a un rapport de force qui se joue et qui mérite justement qu'on y prête un regard attentif. Docteur Wanzi, c'est quoi? C'est une sorte d'équilibre de la terreur? On peut parler d'équilibre de la terreur aussi. C'est une sorte de diversification des relations diplomatiques. Démontrer que, en fait, on a de la place aussi pour les autres. Toutefois, ça n'enlève pas l'historicité et la puissance de la France dans son précaré. Il ne faut pas que les gens négligent ce type de relations. Nous ne saurons négliger les relations camerouno-africaines, franco-camerounais, dans la mesure où la France a dans son subconscient historique l'idée que cette ancienne colonie allemande est un acquis de la guerre. Et regardez bien les pays qui sont des conquêtes de la guerre. Ces pays, généralement, ne sont pas sortis des influences des pays conquérants. Voyez-vous, il se passe des élections, il s'est passé des élections au Brésil. Mais une classe politique, une classe d'hommes d'affaires portugais a influencé les relations au Brésil.
Nous sommes là pour, de manière pédagogique aussi pour les téléspectateurs, que les téléspectateurs entendent colonie entre guillemets. Qu'ils entendent colonie? Colonie camerounaise entre guillemets. Colonie camerounaise entre guillemets. Quand je parle de colonie, oui, voilà. C'est pour nos téléspectateurs. Parce que quand vous dites colonie, moi, dans l'histoire des institutions internationales, ou bien encore dans l'histoire des relations internationales en général, le Cameroun, qui se dit mandat français, le traitement a été le même, sinon plus brutal. Tout à fait. Plus brutal même. C'est une colonie de fait. Oui, c'est une colonie de fait. Pour ça, Albert Dikoumé, le Cameroun, enfin, le ministre des Relations extérieures qui reçoit l'ambassadeur de Russie, et au sortir de cet échange-là, l'ambassadeur qui dit nous sommes opposés à toute forme d'ingérence. À qui s'adresse-t-il vraiment? Bon, d'abord, je voudrais, avant de vous répondre, poser une question. À qui était destiné ce ballet diplomatique? Moi, je crois qu'il était destiné au peuple camerounais. C'était pour dire aux Camerounais, écoutez, calmez-vous, nous avons plusieurs cordes à notre arc. Si les Français, passez-moi l'expression, commencent à nous emmerder, vous voyez que d'autres puissances sont prêtes à voler à notre secours. Mais tout ça, c'est de la mise en scène. Et le fait que le président Macron ait appelé le président Biya et que tout soit rentré rapidement dans l'ordre, prouve bien que c'était une mise en scène. On voulait, et cette mise en scène était destinée aux Camerounais. Parce qu'on a vu, il y a eu beaucoup d'émotions chez les Camerounais, parce qu'ils pensaient que leur président était traité par-dessus la jambe avec beaucoup de désinvolture. Ils ne l'acceptaient pas. Certains en avaient ras-le-bol des Français. Et on voulait leur montrer qu'il y avait des possibilités de diversification des relations avec d'autres puissances, avec la Chine notamment, qui a tendance à devenir la première puissance économique mondiale dans, je ne sais pas, dans une décennie, ce sera la première puissance économique mondiale. Et vous savez que ces dernières années, le Cameroun a beaucoup reçu de la Chine. Le président de la République a effectué 2 ou 3 visites en Chine, où il a été reçu en grande pompe. C'était pour rappeler aux Camerounais qu'il y a toutes ces possibilités. Mais en réalité, nos relations avec la France n'ont pas bougé. N'ont pas bougé d'un pouce. Ce sont les mêmes relations. Et ces relations sont peut-être des relations de 2 États souverains, comme nous avons tendance à le dire, mais qui ne sont pas sur le même pied d'égalité sur le plan international. Le Cameroun a l'habitude de faire acte d'allégeance. Acte d'allégeance. Nous allons toujours rendre compte. Quand vous allez rendre compte, c'est que vous faites acte d'allégeance. C'est que vous estimez que celui à qui vous rendez compte est au-dessus de vous. Donc c'est une situation acceptée. Je ne vais pas dire voulue. Mais c'est une situation acceptée. Donc, laissons de côté nos émotions. Soyons pragmatiques. Ce que nous souhaitons, c'est que dans les années qui vont suivre, nous soyons moins dépendants de la France. Que chaque fois que la France bouge le petit doigt, il y a une réaction au Cameroun. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, professeur Albert Dikoumé, d'être venu sur le plateau de Centre-Ancel Débat. Merci. Vous êtes historien. Merci, docteur Raphaël Wansi, d'être là.
Vous êtes juriste, vous êtes spécialiste du droit international. Merci également à vous, Éric Yombi, d'être là. C'est moi qui vous remercie et je rappelle à nos téléspectatrices, aux téléspectateurs, n'est-ce pas, cet ouvrage, Le Cameroun dans la géométrie des relations internationales, perte et profit des liens bilatéraux et multilatéraux, un ouvrage numérique. Disponible sur www.leséditionsdelhorizon.com. Voilà. Merci également à vous, docteur Essomba, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, madame.